Et coucou et bienvenue dans le podcast Mon cher cerveau, le podcast qui vous donne la notice d'utilisation de votre cerveau, car c'est lui qui contrôle tout de votre vie, tous vos comportements, tous vos choix, toutes vos décisions, toutes vos pensées, tous vos gestes. Et bien, il contrôle aussi votre santé, car vous avez à l'intérieur de votre cerveau la plus grande et la plus efficace et la plus belle pharmacie de toute la planète, c'est l'effet placebo. Dans ce podcast, vous allez découvrir ce que c'est l'effet placebo, qu'est-ce que ça permet de faire et surtout comment l'utiliser le plus largement possible. Alors déjà pour commencer ce podcast, d'où vient ce mot placebo? En fait, placebo, c'est la première personne du singulier du futur simple du verbe placere qui veut dire « je plairai ». Dans la liturgie chrétienne, saint Jérôme avait prévu un verset dans lequel il écrit « Placebo domino in regione vivorum », ce qui veut dire « je plairai au Seigneur dans la région des vivants ». Bien sûr, avec le temps qui passe, ce mot s'est laïcisé, mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que placebo, ça veut dire « je plairai ». Et je plairai à qui? Eh bien, vous allez plaire avec cet effet placebo au cerveau qui va produire, fabriquer, en fait, tous les médicaments qui vont bien pour pouvoir vous soigner. Alors, l'effet placebo, sa définition, c'est en fait une substance inerte d'un point de vue pharmacologique donnée dans un but thérapeutique. Je m'explique. Vous donnez du sucre à quelqu'un de malade, bon, vous lui dites de le prendre, ça lui fait rien, soit. Maintenant, vous prenez ce sucre et vous le mettez dans une gélule et vous donnez à la même personne cette gélule en lui disant que ce médicament va la soigner. Et, au miracle, quelques jours après, il est soigné. Ça, c'est l'effet placebo. Le sucre n'a pas d'effet pharmacologique, d'accord? Donc, eh bien, effectivement, c'est le fait que cette personne ait cru qu'on lui donnait un médicament, alors qu'à l'intérieur, il y a une substance qui est inerte d'un point de vue pharmacologique, c'est du sucre, eh bien, on ne sait pas, mais finalement, cette personne s'est soignée. Et c'est ça donc la définition du placebo. Et très exactement, l'exemple du sucre, c'est même un placebo pur. Alors qu'est-ce qu'un placebo impur? Eh bien c'est simplement tous les médicaments qui existent en pharmacie et dont l'efficacité n'a pas été totalement prouvée scientifiquement, mais pourtant qui sont vendus et qui marchent. Et voilà, ce podcast se termine. Ça a été un vrai plaisir de passer ce moment avec vous. J'espère que vous avez aimé de votre côté. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à le partager. Abonnez-vous aussi à la chaîne donc Mon cher cerveau de façon... Alors, au total, il faut savoir quand même que 30% des effets thérapeutiques sont des effets placebo. C'est déjà énorme. Mais il faut savoir aussi que ces 30% sont une moyenne très globale. Et qu'en fait, ces 30% englobent toutes les pathologies. Si on regarde uniquement la douleur, eh bien là, on passe de 30% à 85%. Et oui, 85% des effets thérapeutiques sur la douleur sont des effets placebo. Si on regarde par exemple les cancers, alors là on n'est pas du tout à 85%, on est même beaucoup plus bas que 30%, mais il y a toujours des effets placebo, quelles que soient les pathologies. Alors pour que votre cerveau puisse produire le bon médicament, en fait, il y a quand même un préalable. Il y a un préalable qui est indispensable. Il faut que déjà le patient soit sûr que en fait ce qu'on lui donne, eh bien c'est vraiment un médicament. Il soit persuadé en fait que ce qu'on lui donne va le soigner. Ça s'appelle une croyance. Et c'est très important que le patient croit que ce qu'on lui donne, eh bien va le soigner. Ça c'est vraiment indispensable. Et c'est pas suffisant. On s'aperçoit que finalement dans la croyance, eh bien non seulement le patient doit croire à l'efficacité du médicament qui est en fait un placebo, mais le docteur, c'est-à-dire la personne soignante, le thérapeute, doit aussi être persuadé que ça va marcher. Et c'est ça qui est très important. Dans la croyance, il faut que la croyance soit à la fois chez le patient, mais aussi chez le thérapeute. Parce qu'en fait, une croyance, eh bien, ça se situe où? Ça se situe aussi dans votre cerveau. D'ailleurs, je vous conseille, si vous êtes intéressé, d'écouter le podcast sur justement croyance et réalité qui a été réalisé ces dernières semaines. Voilà. Donc, c'est effectivement, on va dire que la croyance, eh bien, c'est en fait l'énergie qui va être nécessaire pour ouvrir la porte pour rentrer dans la pharmacie cérébrale.
Voilà, c'est très imagé, mais en tout cas, c'est pour essayer de le retenir. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un exemple très connu qui s'est passé dans les années 60, un exemple en fait d'un docteur, un docteur américain, un docteur qui s'appelle Wolf, et ce docteur avait à l'époque des années 60 un patient qui était atteint d'asthme vraiment sévère, et vous savez que on peut mourir de crise d'asthme sévère, et cette personne faisait vraiment de très grosses crises d'asthme, et il avait tout essayé, ce docteur Wolf, et il n'arrivait pas à le soigner. Et puis, eh bien, comme c'est quelqu'un qui se documentait très régulièrement, il a vu dans la presse, dans les journaux scientifiques, qu'il y avait effectivement une société qui avait développé un nouveau remède pour soigner les crises d'asthme violentes. Mais ce médicament était toujours au stade, on va dire, du test. Et à l'époque, c'était beaucoup plus facile. En fait, Wolf a écrit à cette société en demandant de prendre quelques extraits de ce médicament pour pouvoir le tester lui-même sur son patient. Et c'est ce qu'a fait la société. Donc la société lui a envoyé le traitement et donc il a donné ce médicament donc à son patient et là, miracle, plus aucune crise d'asthme, c'était terminé. Alors bien sûr, le docteur Wolf était très surpris, il réécrit donc à cette entreprise pharmacologique en disant ben voilà, je voudrais quand même, pour être sûr que ce soit bien votre remède qui marche, et bien que vous puissiez m'envoyer le même mais en version placebo, c'est-à-dire sans le principe actif qui soigne. Donc, même chose, la société envoie là cette fois-ci le placebo, et là il donne le placebo donc à son patient, et là, bim, de nouveau, les crises d'asthme très violentes qui reviennent. Et là, du coup, il dit, ok, donc effectivement, ça c'est le médicament qui marche, donc je redemande, là cette fois-ci, le médicament avec son principe actif à l'intérieur, et donc il reçoit le médicament, et là, encore une fois, les crises d'asthme s'arrêtent totalement. Du coup, le médecin écrit donc à cette société en disant écoutez, je vous confirme que votre médicament, en tout cas, a marché sur mon patient puisqu'il n'a plus du tout des crises d'asthme, plus aucune crise d'asthme violente. Et là, surprise, la société répond monsieur, nous vous avons envoyé à chaque fois, depuis le début, qu'un placebo. Qu'est-ce que ça veut dire cette expérience-là? Bien, ça veut dire qu'effectivement, la croyance du médecin, elle est aussi indispensable. Ce docteur Wolf était persuadé, lorsqu'il avait en main ce médicament, qu'il avait un principe actif et donc il allait donner à son patient. Et lorsqu'il avait le placebo, en fait il savait lui qu'il avait le placebo. Et donc vous allez me dire comment son patient a pu deviner que finalement c'était un placebo? Simplement grâce au métalangage. Alors c'est quoi le métalangage? Eh bien simplement ce sont les micro-expressions que nous avons sur le visage sans même en avoir conscience, et sûrement le docteur Wolf avait sûrement des toutes petites micro-expressions sur son visage qui peut-être ont été captées par le cerveau du patient en disant, de façon inconsciente bien entendu, en disant là c'est pas la même chose, il y a doute, s'il y a doute, il n'y a pas de principe actif, donc voilà comment ça s'est passé. Donc c'est vraiment très intéressant cette expérience parce que ça permet effectivement de comprendre que la croyance, comme je viens de vous le décrire, c'est effectivement l'énergie qui ouvre la porte de la pharmacie cérébrale, mais que cette croyance elle doit être partagée à la fois par le médecin et par le patient. Alors si je fais le tour aussi de comment en fait, on peut croire aussi en la puissance et en la force de notre médecin qui va nous soigner, eh bien, il faut savoir que prenez le temps d'y réfléchir. Si vous allez dans une consultation, vous allez rencontrer un professeur, un imminent professeur qui est en fait difficile à avoir en termes de rendez-vous et que vous arrivez en milieu hospitalier, vous voyez qu'il y a plein de personnes autour de lui, qu'il est très connu, et bien forcément l'effet placebo sera forcément plus important que si vous allez voir quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui est un médecin peut-être isolé et qui n'est pas forcément très connu, et bien forcément il n'y a pas le même rapport avec ce médecin-là et cet effet placebo va être plus ou moins variable. Même chose, c'est un exemple, mais le prix de la consultation. Au plus la consultation va être chère, au plus inconsciemment, eh bien le cerveau dit si c'est cher, c'est qu'il est connu, s'il est connu, c'est que derrière il est efficace, et donc voilà. Ça aussi, c'est un élément qui peut
améliorer l'effet placebo. Et le lieu, je viens de le dire, c'est-à-dire que si effectivement vous rencontrez un professeur au sein d'un service qui est en plus chef de service, c'est pas la même chose que si vous rencontrez un médecin généraliste dans un petit cabinet. Le charisme que la personne peut en fait véhiculer, et ça aussi c'est un élément de l'effet placebo. Et puis bien entendu, c'est pas la même chose si vous rencontrez un médecin tout jeune et une personne beaucoup plus âgée, expérimentée, ça fera pas la même chose sur votre cerveau, c'est évident. Donc vous avez vu, donc cette partie croyance, elle est importante aussi chez le médecin, chez le thérapeute. En face, le malade, bien entendu, la croyance est tout aussi importante. Le malade doit croire effectivement qu'on va le soigner et en être persuadé. Alors, on peut peut-être se poser la question, ou peut-être naturellement vous poser la question en disant « Oui, bon, ok, ça marche, l'effet placebo pour ceux qui gobent tout. » Et donc, question naturelle, y a-t-il une corrélation entre le QI, c'est-à-dire l'intelligence de la personne, et le malade? Pas du tout. Du coup, naturellement, on peut se poser la question de savoir si l'effet placebo fonctionne aussi chez l'animal de compagnie. Eh bien oui, ça fonctionne chez l'animal de compagnie, ça a été prouvé, et même, pour certains, des animaux d'élevage. Pas sur des animaux sauvages. Pourquoi? Parce qu'effectivement, animal de compagnie, il y a un lien de proximité avec la personne qui s'occupe de l'animal de compagnie, et donc il y aura forcément aussi du métalangage. Et donc dans cette notion de métalangage, il y a toujours cette notion de croyance. L'effet placebo, il faut savoir aussi qu'il fonctionne aussi chez les nourrissons, parce que là aussi, même chose, le métalangage. Notre corps parle, dans la communication, vous avez peut-être pu le comprendre, mais vous avez 30% de verbal, 70% de non-verbal. Donc dans la communication qu'on a avec un nourrisson, son enfant, eh bien il y a du non-verbal, beaucoup de non-verbal, et donc ce non-verbal va parler à notre place. Et c'est aussi pour ça que l'effet placebo fonctionne aussi chez les nourrissons. Mieux encore, l'effet placebo fonctionne aussi chez des personnes qui n'ont pas de maladie. C'est extraordinaire. Alors ça, c'était une expérience faite par un médecin psychiatre qui a été aussi professeur d'université, qui un jour est arrivé dans l'amphi, avait rien dit, et est arrivé en donnant une gélule à tout le monde. Et il n'a strictement rien dit en disant « vous prendrez cette gélule ce soir et vous revenez demain en amphi ». Bon, alors comme c'était quelqu'un d'assez directif, bon, tout le monde a pris sa gélule le soir, et le lendemain, eh bien, les élèves et les étudiants sont donc arrivés en amphi. Il y avait un groupe qui a dit, écoutez, moi, votre gélule, ça a strictement rien fait. C'est à peu près 30% de l'amphi. Les autres 30%, donc l'autre tiers, le deuxième tiers, a dit, écoutez, moi, votre gélule est extraordinaire, je sais pas ce que vous avez mis dedans, mais alors ça m'a donné une pêche de dingue toute la nuit, toute la soirée, j'ai pu faire la fête, c'était extraordinaire. Et puis l'autre tiers qui a dit, votre gélule, je sais pas ce que vous avez mis dedans, mais ça m'a mis vraiment dans un état minable, j'avais mal à la tête, j'ai mal dormi toute la nuit. Et tout ça, bien entendu, vous avez compris, à l'intérieur, il y avait que du sucre, c'était encore une fois un effet placebo. Donc c'est bien encore la preuve par cette expérience-là que même des sujets sains, tous les étudiants n'étaient pas malades, eh bien, il y a des influences sur l'effet placebo. Alors, l'effet placebo, là pour le coup, pour l'exemple des étudiants, ceux qui étaient en pleine forme et qui ont profité de leur nuit, ça c'était un effet placebo. Pour le contraire, ceux qui avaient mal à la tête, ceux qui ne sentaient pas bien, c'est le contraire de l'effet placebo, on appelle ça l'effet nocebo. Alors on peut se poser la question de savoir s'il y a des maladies qui sont totalement résistantes et étanches à l'effet placebo. Eh bien non, a priori, à l'exception du stade du coma dépassé. En fait, les deux maladies qui réagissent le plus à l'effet placebo, c'était démontré aussi, c'est l'insomnie et la douleur. Pour la douleur, on monte quand même jusqu'à 86% des effets thérapeutiques sont des effets placebo, ça peut être vraiment énorme. Et en règle générale, au plus ça fait très mal et au plus on attend que ça s'arrête, la douleur, eh bien au plus l'effet placebo marche. Voilà, et c'est pour ça qu'on arrive jusqu'à 86%. Alors on peut quand même tomber très bas en termes d'effet placebo sur la douleur, on peut aller jusqu'à 4%. En fait, dans des conditions bien particulières, des conditions, on va dire, de laboratoire, où vous demandez à quelqu'un d'aller dans un laboratoire pour tester un effet d'un médicament, par exemple, pour tester l'effet placebo en l'occurrence, en testant son effet sur la douleur. Et pour provoquer de la douleur, par exemple, eh bien, les personnes qui sont en laboratoire vont dire à cette personne testée en disant, voilà, on va vous faire monter donc à travers 2 électrodes cette notion de chaleur, donc vous allez ressentir de plus en plus de chaleur, et puis quand vous sentez que c'est insupportable, vous levez la main. Et là, on arrive à des effets qui s'effondrent sur l'effet placebo, on tombe à 4%. Pourquoi? Simplement parce que le cerveau de la personne qui est testée sait pertinemment qu'il peut arrêter à tout moment la douleur en levant la main, tout
tout simplement. Et donc on n'est pas dans ce cas, juste expliqué juste avant, où plus ça fait mal, au plus on a envie que ça s'arrête, on n'a pas de moyen que ça s'arrête, et bien là effectivement c'est là où l'effet placebo est vraiment très important puisqu'on monte jusqu'à 86%. Alors ça marche aussi très bien avec les maladies psychosomatiques. Alors c'est quoi une maladie psychosomatique? Eh bien c'est une maladie qui est intriquée entre le psychisme et le corps. Et ça marche aussi très très bien sur les tumeurs cancéreuses. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ça a été démontré, c'est que en fonction de l'annonce de la tumeur, de la possibilité de ce que va faire le médecin en disant au patient comment ça va se passer, la durée du traitement, de façon à ce que finalement le patient reprenne le contrôle sur sa maladie, eh bien c'est un élément déclencheur de l'effet placebo qui va contribuer aussi aux soins de la tumeur. Alors, à ce stade du podcast, vous savez que donc effectivement il y a un élément essentiel, c'est la croyance, que la croyance c'est cette énergie, c'est très imagé, qui va permettre d'ouvrir la porte de la pharmacie intérieure que vous avez au niveau de votre cerveau, donc ça c'est vraiment important, mais vraiment, la vraie question c'est comment en fait se fait-il qu'une idée, une croyance, une volonté puisse en fait modifier pendant des fois plus d'un an. Un exemple, la tension artérielle, parce que l'effet placebo marche aussi sur la tension artérielle, le taux de cholestérol, le nombre de globules blancs, on est allé jusque-là, l'acidité gastrique, bref, un certain nombre de paramètres qui sont quand même des paramètres physiologiques et qui ne sont pas vraiment réputés pour obéir à une volonté. Et en fait, la réponse est très simple. Votre cerveau est une fabuleuse pharmacie qui produit ses propres médicaments. Très concrètement, par exemple, votre cerveau fabrique des neurotransmetteurs, donc un produit actif qui va permettre de diminuer la douleur, et en fait ces neurotransmetteurs s'appellent des endomorphines, tout simplement, c'est un exemple pour la douleur. Et il faut savoir aussi que la réponse de votre cerveau va être aussi dépendante à la quantité du placebo. C'est un truc énorme, c'est-à-dire que vous prenez une gélule, vous êtes sûr que c'est un médicament, mais c'est effectivement du sucre à l'intérieur, et bien ça ne fera pas le même effet que si vous prenez 2 gélules, 3 gélules, 4 gélules. En fait, votre cerveau va moduler la fabrication de médicaments en fonction de la quantité qu'il semble recevoir, tout simplement. Et là, il y a encore mieux. Il y a la capacité qu'a votre cerveau de reconstruire des parties de votre corps qui ont été lésées. Quand je dis reconstruire, je prends par exemple l'expérience qui a été faite par un professeur qui s'appelle Fuentes sur la maladie de Parkinson. Alors il faut savoir donc, que la maladie de Parkinson, en fait, c'est une lésion, donc il manque des choses, une lésion réelle, organique, par destruction en fait d'une partie du cerveau. Donc ça se passe dans le cerveau, donc il manque une partie du cerveau, et cette partie qui manque en fait fabrique notamment un produit qui s'appelle ce qu'on appelle la dopamine. Alors c'est un neurotransmetteur. La dopamine, c'est ce qui nous permet entre autres d'avoir du plaisir, d'être heureux. Donc c'est tout ce qu'on appelle le circuit de la récompense. En fait, notre cerveau, lorsque vous vous sentez heureux, que vous avez du plaisir, eh bien votre cerveau a fabriqué de la dopamine. Voilà. Donc très concrètement, quand cette zone qui fabrique de la dopamine est détruite à 80%, eh bien, on voit à l'extérieur les premiers tremblements ou la première rigidité de Parkinson. Voilà. Donc, quand vous voyez les gens qui commencent à trembler, qui ont une maladie de Parkinson, ben, vous savez maintenant qu'il y a 80% de la zone du cerveau qui fabrique de la dopamine qui n'existe plus. Tout simplement. Alors qu'est-ce qu'a fait ce chercheur, donc Fuentes? Il a recruté un certain nombre de Parkinsoniens, donc des gens qui avaient la maladie de Parkinson, et qui est traité en fait avec un substitut, un médicament qui leur apporte directement de la dopamine. Voilà. Et donc il a pris la moitié d'entre eux qui ont reçu non plus ce médicament avec ce principe actif qui leur apporte de la dopamine dans le cerveau, mais un placebo. Et donc, qu'est-ce qu'il a pu montrer? C'est encore énorme. Il a pu montrer que ceux qui répondaient positivement au placebo, eh bien, c'était les mêmes zones du cerveau qui étaient activées lorsqu'elles recevaient leur traitement. C'est-à-dire que très concrètement, il y a un médicament de principe actif, ça permettait donc au cerveau finalement de faire agir certaines zones pour créer de la dopamine. Et l'effet placebo, ceux qui avaient en fait en apparence extérieure le même médicament mais sans aucun principe actif, eh bien le cerveau a fait le même boulot. Il a fait exactement la même chose. Donc, comme je vous le dis, comme je vous l'ai dit plusieurs fois déjà, eh bien le cerveau est une vraie pharmacie qui produit ses propres médicaments, à la fois pour changer des modes de fonctionnement, mais aussi réparer physiquement.
Et même chose pour la dépression. On s'est aperçu qu'effectivement, l'effet placebo marchait aussi pour certains dépressifs. Et on a pu le contrôler, c'est-à-dire qu'on leur a donné l'équivalent de leurs médicaments, en leur disant que c'était toujours la même chose, mais que finalement c'était un placebo, donc un placebo d'antidépresseur. Et en fait, lorsqu'on les a mis à l'IRM pour regarder comment fonctionnait leur cerveau, on s'est aperçu que finalement, en fait, le cerveau réagissait de la même façon comme s'il avait reçu son médicament, alors qu'il n'y avait pas de médicament et pas de principe actif, ce qui est quand même, encore une fois, extraordinaire. Et voilà, le podcast se termine. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous avez pu comprendre que finalement votre cerveau c'est la plus belle des pharmacies de toute la planète. Il faut savoir aussi que finalement comment, si vous posez encore la question, améliorer cette chance de pouvoir l'utiliser, ce cerveau et cette pharmacie, en fait, finalement, il faut lui faire confiance. Il faut lui faire confiance parce que c'est en lui faisant confiance que vous allez augmenter aussi votre croyance en sa force et que en augmentant sa croyance en sa force, vous allez forcément augmenter l'effet placebo. J'ai parlé dans le podcast notamment que l'effet placebo était très efficace sur les insomnies. Je peux même vous prouver maintenant que si vous avez confiance en votre cerveau pour mieux dormir, vous pouvez mieux dormir. Et si vous voulez en être sûr, écoutez le podcast sur le sommeil de Mon Cher Cerveau et vous en ferez vous-même l'expérience. Voilà, écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager ce podcast au plus grand nombre. Et puis aussi, une façon de le diffuser plus largement, c'est de mettre une note 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Ça permettra de le diffuser plus largement. Je vous remercie, ça a été un vrai plaisir de passer ce moment avec vous et je vous dis dans tous les cas, à très bientôt.